Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va décerner les awards, les récompenses, les prix de l'année. Alors non pas suivant les abonnés, suivant vous, mais plutôt par rapport à moi. Et je pense que dans une vidéo, peut-être l'année prochaine, je vous ferai voter. Et donc, on va récompenser plutôt que de faire je ne sais combien de vidéos de top, de flop différentes. On va tout réunir dans une seule vidéo. Et donc, je vais prendre plusieurs catégories. Je sais pas, moi par exemple, pire série de l'année, meilleur film de l'année, etc. Je vais vous donner ceux que moi je nomme et à qui je décerne le prix. Et je le redis, c'est évidemment par rapport à moi, par rapport à mes goûts, et ce n'est pas du tout représentatif de ce que vous auriez pu éventuellement nommer. Et donc dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs catégories. On commence d'ailleurs par la première, la déception en série de l'année. Alors sont nommés La Révolution, série française pour Netflix, Penny Dreadful City of Angels, la série Ratched, donc de Ryan Murphy pour Netflix, et Westworld saison 3. Et le gagnant est, attention, La Révolution, donc la série française de Netflix, dans la plus grande déception de l'année. Alors pourquoi La Révolution? Tout simplement parce que Netflix nous avait vendu cette série comme quand même quelque chose d'extraordinaire, il nous l'avait teasé tout au long de l'année, et il faut dire que les trailers étaient extrêmement alléchant pour une série française, la direction artistique. Et d'ailleurs, quand on commence le premier épisode, on en prend plein les yeux, c'est extrêmement beau, mais le problème va venir d'un point de vue scénaristique pour moi, où là, ça ne fonctionne absolument pas. Déjà, trop de personnages, trop de scènes d'exposition qui ralentissent le rythme, et puis surtout, cette volonté, bon évidemment, de surfer sur la Révolution française, sans pour autant raconter véritablement ce qui s'est passé pendant la Révolution française, mais de faire plus une espèce d'uchronie en mélangeant le fantastique. Et à mon sens, pour moi, la série se prend complètement les pieds dans le tapis. C'est simple, j'ai dû voir, je sais pas, 4-5 épisodes, et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Déjà, c'est très long, et puis c'est pas si intéressant que ça, c'est pas si prenant que ça, pourtant c'est dommage, il y avait beaucoup d'ambition. Et je le redis, la direction artistique, elle est incroyable, l'ambiance est là, les images sont extrêmement belles, mais ça ne prend pas sur le fond, je suis désolé, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment extrêmement décevant, La Révolution. J'aurais pu mettre également la série Ratched de Ryan Murphy. Donc c'est une série qui veut surfer sur tout un héritage hitchcockien en mélangeant le glauque façon Ryan Murphy, et je trouve que ça ne fonctionne absolument pas. Alors on prend toutes les musiques de Bernard Herrmann, toutes les musiques des films d'Hitchcock, et on le mélange à cette histoire qui se veut un préquel à l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. On a plus l'impression d'assister à un pur show signé Ryan Murphy, c'est-à-dire avec du glauque, du sang, du gore, et sans vraiment de fond, plus qu'il y a une véritable série à suspense, et ça c'est un peu dommage, je trouve. On aurait pu faire beaucoup mieux avec cette série. Et quant à Westworld saison 3, oui, il était dans la sélection, alors c'est pas le grand gagnant, mais c'est vrai que pour moi ça a été une réelle déception cette saison-là, alors que les deux premières étaient réellement pour moi exemplaires, transcendaient les codes justement de la SF. Là on arrive à quelque chose qui copie plus ou moins Terminator, etc. Alors c'est vraiment dommage, je ne sais pas s'il y aura une saison 4, j'en sais rien, mais là franchement saison 3, limite je crois que j'ai même pas pu aller au bout, quoi. Tellement c'était difficile d'apprécier ce qu'on avait aimé dans les deux premières saisons. La prochaine catégorie, c'est évidemment la meilleure série de l'année. Alors, meilleure série de l'année sont nommées The Crown saison 4, The Boys saison 2, la petite série Upload dont personne n'a parlé mais qui est quand même assez exceptionnelle, Mandalorian évidemment saison 2, Little Fire Everywhere, pareil, mini-série exceptionnelle avec Reese Witherspoon, et Better Call Saul saison 5, et la dernière nommée ce sera Mr. Robot saison 4. Alors je suis désolé, oui je triche un petit peu pour Mr. Robot, c'est-à-dire que Mr. Robot, normalement, c'est pas 2020, c'est 2019. Il faut savoir que le dernier épisode de la saison 4 de Mr. Robot a été diffusé le 22 décembre 2019. Et donc, quand j'avais fait mon top à l'époque, j'avais parlé évidemment de Mr. Robot dans les meilleures séries de la décennie, mais je n'ai pas pu mettre cette saison 4 puisque je ne l'avais pas encore vue, je n'avais pas terminé la série. Et puis la série a été diffusée un petit peu in extremis à la fin de l'année. Et donc, ça me ferait mal au cœur de ne pas pouvoir en parler, évidemment, là, pour cette année 2020. Donc, je suis désolé pour la petite tricherie. Et donc, le grand gagnant de la meilleure série de l'année, eh bien, ce sera Mr. Robot saison 4. Et oui, même à la place de Better Call Saul, qui était pourtant exceptionnel. Mais là, vraiment, la saison 4 de Mr. Robot, je ne vais pas trop vous en parler parce que ce serait trop spoilé. Mais elle est exceptionnelle à tous les niveaux. Donc déjà, par rapport au fait que Sam Esmail avait tout prévu depuis le début. C'est-à-dire que cette série aurait pu se conclure en 3 saisons, 4 saisons, 5 saisons, peu importe.
Mais l'important, c'est de voir à travers cette 4e saison que Sam Esmail avait tout prévu, qu'il avait son plan. C'était pas le genre de showrunner qui allait partir d'un postulat et après, ah bah je sais pas où je vais, je brode et je sais pas trop. Non, il savait où il allait et on le voit par rapport au grand final, que je ne spoilerai pas ici. Et puis va se détacher évidemment quelques épisodes exceptionnels, ce que j'appelle les épisodes un petit peu conceptuels de Mr. Robot. On va en voir plusieurs à travers les 4 saisons. Et là, évidemment, on va en avoir 2 autres, vraiment, mais d'une force narrative, d'une inventivité en termes de réalisation. Moi, j'en suis tombé, mais par terre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des épisodes qui osaient autant, en fait, depuis peut-être Breaking Bad. Et là, très franchement, on a carrément des épisodes à la limite du muet, en plan séquence, des épisodes qui se découpent en 3 ou 4, 5 actes. Bon, bref, j'en dis pas plus. Mais c'est d'une qualité d'écriture, d'acting, de réal. Pour moi, je ne pouvais pas ne pas en parler et surtout, finalement, oui, tricher un peu, je sais, je le redis, c'est 2019, enfin disons que c'est fin 2019, mais je me permets vraiment de tricher parce que c'est trop exceptionnel pour ne pas en parler, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi Better Call Saul, donc c'était la saison 5, il y a The Crown, saison 4, qui ont été exceptionnelles toutes les deux. C'est 2 séries aussi dont j'avais envie de parler, et éventuellement même leur donner ce prix de meilleure série. Mais voilà, il y a eu ce Mr. Robot. Pour ceux qui n'ont pas vu, jetez-vous vraiment sur Mr. Robot. Moi, j'ai mis du temps à la finir. Ne faites pas comme moi. Finissez si vous êtes en cours. Commencez-la si vous ne l'avez pas encore commencé. C'est vraiment une des meilleures séries de la décennie. Si je peux mettre Breaking Bad avec également. Halt and Catch Fire, dont j'avais fait une vidéo. Et bien sûr, Better Call Saul. Alors maintenant, on en vient au pire film de l'année. Alors là, il y a du lourd. Sont nommés Tenet, Wonder Woman 84, je vous renvoie à la critique que j'ai fait hier, Bird of Prey bien sûr, Mulan, le film polonais 365 jours et Brutus versus César. Et le grand gagnant est, si vous suivez la chaîne, c'est un peu inévitable, j'ai failli mettre Bird of Prey, je vous le cache pas, mais le grand gagnant du pire film de l'année, c'est bien évidemment Brutus versus César, réalisé par Kéron. Alors là, vraiment, il mérite son titre, je suis désolé. Je vous renvoie évidemment aussi à la critique que j'avais faite. C'est un film, c'est innommable ce film, vraiment, c'est pas possible, c'est une catastrophe industrielle. Je le répète, je ne comprends pas comment on peut donner des thunes à ce genre de film pour faire ce genre de film, c'est juste impensable. Tu as des super acteurs qui viennent carrément cachetonner et ils se demandent des fois ce qu'ils foutent là. C'est raté, c'est indigent, le mec ne sait pas faire une parodie de Péplum, un détournement de Péplum, c'est clair, net, acté. Et le truc, c'est qu'en plus, il souhaitait même peut-être en faire une suite. Je rappelle quand même que c'est un film qu'on aurait pu voir au cinéma s'il n'y avait pas eu la pandémie. Ça a atterri sur Amazon Prime et très franchement, c'est vraiment collector en termes de pire film de l'année. Même Bird of Prey, c'est un peu mieux, tu vois. Donc bon, c'est pour te dire, vraiment, non, c'est juste pas possible. Voilà, donc Brutus versus César, évidemment, grand gagnant du pire film de l'année. Alors maintenant, on passe à une catégorie où vous n'allez pas être content. Voilà, c'est sûr, vous n'allez pas être content. C'est la série la plus surcotée de l'année. Alors, quand je dis surcotée, ça ne veut pas dire la plus mauvaise, attention, c'est pas non plus la déception. Je dis juste surcotée, évidemment toujours pour moi, pas pour vous. Bon, alors on commence par les nommés. Donc, sont nommés dans la série la plus surcotée de l'année, Le Jeu de la Dame, The Haunting of Bly Manor, Lovecraft Country et la série Hollywood, toujours de Ryan Murphy. Et le grand gagnant est Le Jeu de la Dame. Et oui, Le Jeu de la Dame, donc sorti sur Netflix. Ce n'est pas une mauvaise série, clairement, c'est même une bonne série. On va dire qu'il y a beaucoup de qualité dans cette série. Mais je ne comprends pas cet emballement généralisé, c'est-à-dire sans nuance sur cette série. Alors là, ça m'échappe complètement. Et pourtant, je l'ai vu, je l'ai apprécié, j'en ai fait la critique. J'ai sorti une vidéo sur les pour et les contre de cette série, parce que pour moi, on ne peut pas la définir autrement. Je n'aurais pas pu dire tout est superbe dans cette série. Non, pour moi, c'était impossible. J'ai soulevé les problèmes d'acting, c'est-à-dire que l'actrice joue très bien, mais sauf que le problème, c'est qu'elle est quand même assez monofaciale, assez monolithique, et ça m'a quand même posé un certain problème. Et puis, on a aussi des choses qu'on met en avant dans la série, mais qu'on met pas vraiment en avant. C'est-à-dire qu'en gros, son problème d'alcoolisme, son problème de ci, de ça, tout ça est traité non pas par-dessus la jambe, mais alors c'est très léger. On a l'impression qu'on ne veut pas abîmer ce personnage. Et moi, c'est ce qui m'a un petit peu agacé dans cette série. Et c'est pour ça que j'y ai mis du pour et du contre. C'est-à-dire que j'ai nuancé mon propos. Et j'ai eu beau nuancer mon propos, beaucoup de gens
n'ont pas été d'accord avec moi, et ça, c'est pas un problème de pas être d'accord, bien sûr, mais si tu veux, il y a un espèce d'emballement généralisé sans nuance sur cette série, qui me choque un peu, et c'est pour ça que je l'ai mis, pour moi, dans la série la plus surcotée. J'aurais pu mettre, évidemment, Hollywood, de Ryan Murphy, qui a été très très apprécié, mais moi, le côté révisionnisme, si tu veux, en mode bisounours, etc., l'Hollywood rêvé, si tu veux, de Ryan Murphy ne m'a pas vraiment plu. Je peux comprendre qu'il ait plu parce que oui, il y a un côté un petit peu on flotte sur un nuage, mais moi j'avoue ce côté révisionnisme et tout ça, je me méfie toujours un peu des jeunes qui vont la regarder, qui ne connaissent pas vraiment l'histoire d'Hollywood des années 40 et qui pensent que peut-être ce qu'on leur raconte, ça peut être vrai. Donc ça me fait un petit peu peur quand même. Et puis également The Haunting of Bly Manor, j'aurais pu lui décerner de la série la plus surcotée, parce que là vraiment, autant la première il n'y avait rien à dire et j'aurais pu la mettre dans la meilleure série de l'année si on veut, il n'y a aucun souci. Mais là, moi je suis désolé, la deuxième, oui, il y a une qualité, si tu veux, graphique indéniable, il y a une ambiance vraiment qui nous porte, et ça aussi c'est indéniable, mais alors, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est mal rythmé, ça part dans beaucoup de considérations qui, à mon sens, sont pas très très intéressantes et assez ennuyeuses, et pourtant, attention, si tu critiques The Haunting of Bly Manor, c'est très compliqué. Donc voilà, pour moi, ce sont des séries archi surcotées, tout ça, mais ça ne veut pas dire, attention, qu'elles sont mauvaises, loin de là, Je précise quand même, ne confondons pas les termes, ce sont des séries avec énormément de qualité et ce sont à la limite même presque de bonnes séries, mais je trouve qu'il y a des défauts qui en font pour moi des séries trop surcotées. Allez, maintenant, on en vient à la dernière catégorie, c'est évidemment le meilleur film de l'année. On termine en beauté. Sont nommés pour le meilleur film de l'année, alors là, il y en a plus. Il y a donc Une ode américaine réalisée par Ron Howard, donc le film qu'il a réalisé pour Netflix. Tout simplement noir, le film qui est sorti au cinéma, qu'on a pu voir au cinéma, de Jean-Pascal Zadi, que je n'avais pas pu chroniquer, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Le cas Richard Jewell du daron, Clint Eastwood. Il y a également Soul, donc j'ai fait la critique très récemment sur la chaîne, vous pouvez la voir. Mank pour Netflix, réalisé par David Fincher. Il y a également Mignonne, réalisé par Maïmouna Doucouré. Et il y a Drunk, réalisé par Thomas Vinterberg. Et le grand gagnant est, je sais, vous allez me dire, je ne suis pas objectif, mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça, pour moi, c'est pour moi le meilleur film de l'année, enfin en tout cas le meilleur que j'ai vu cette année, par rapport à moi, mes goûts, etc. Ce sera évidemment le cas Richard Jewell, réalisé par Clint Eastwood. Là, pour moi, c'est vraiment le film, peut-être, le plus nuancé de l'année. Et puis, j'ai envie de te dire que quand Clint s'attelle à un drame humain, de gens un petit peu lambda qui se retrouvent comme ça au milieu d'une affaire de terrorisme et qui se retrouvent finalement accusés alors qu'ils voulaient défendre justement le truc, il est jamais aussi bon, Clint Eastwood, pour dépeindre ce genre de situation, avec une mise en scène très sobre, avec beaucoup de nuances, et il offre aussi là un des meilleurs rôles de Katie Bates dans le rôle de la mère complètement dépassée par les événements et ce qui arrive à son fils, puisque c'est l'histoire de ce fameux Richard Jewell, donc un mec de la Sécu pendant les JO d'Atlanta, qui va essayer quelque part de déjouer entre guillemets un attentat et qui finalement va se retrouver en fait accusé lui-même d'avoir voulu perpétrer ce fameux attentat. Donc on va avoir les médias, on va avoir évidemment aussi toute cette critique des médias par Clint Eastwood et on va avoir tout ce drame humain, c'est fort, c'est poignant, il n'y a pas un temps mort, c'est pour moi là du grand Clint, bien mieux que la mule à mon sens, et là il est revenu pour moi à quelque chose de vraiment d'essentiel, de très très fort, et c'est pour ça que je lui décerne le prix évidemment pour le meilleur film de l'année, mais bien sûr, il y a tous les autres films que j'ai cités et qui sont très très bons. Je pense à Drunk, bien sûr. Alors j'ai une petite pensée aussi pour Mank de David Fincher, qui est bien, mais qui pour moi ne mérite peut-être pas non plus le meilleur film de l'année, dans le sens où il faut connaître vraiment le Hollywood de ces années-là, il faut connaître aussi Citizen Kane, il faut connaître un peu toute cette histoire-là, parce que sinon on est vite largué. Il y a peut-être un manque, je trouve, pour le coup, manque, sans mauvais jeu de mots, un manque de peut-être d'explication de la part de David Fincher. Je comprends, si tu veux, l'intention de ne pas nous prendre par la main par rapport à tout l'univers qui va dépeindre dans son film, mais je trouve que ça manque un peu d'esprit didactique. Et j'ai hésité aussi quand même avec Soul, parce que Soul, moi j'en ai fait la critique, honnêtement, j'étais vraiment pas loin de lui donner la palme du meilleur film 2020, quoi, vraiment très clairement, parce que c'est du grand art ce qu'ils ont fait là, Pete Docter et l'équipe Pixar, vraiment, c'est d'une force, d'une intelligence, d'une subtilité, les thématiques, comment elles sont traitées, en 1h30 on s'en prend plein la tête, et c'est absolument génial, vraiment ça mériterait presque que ce soit nominé aux Oscars ce film, parce que ce film est d'une qualité exceptionnelle. Et je pense que Soul peut concourir vraiment avec tous les films qu'on a vus cette année, mais sans problème. Et peut-être, pourquoi pas même, gagner l'Oscar du meilleur film. Vraiment, allons-y, soyons fous.
carrément. Mais en tout cas, pour moi, bien sûr, ce sera le film de Clint Eastwood qui aurait été le meilleur film de l'année. On n'en a pas beaucoup parlé de ce film. C'est pas un film qui a beaucoup marché. Il est sorti avant le confinement et tout ça. Mais comme tous les films de Clint, ce sont pas des grands succès en salle. Et c'est dommage. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont passés à côté. Et je vous recommande évidemment de le voir si vous ne l'avez pas vu en VOD ou d'une autre manière, comme vous voulez. Voilà pour cette petite remise de prix sympathique pour l'année 2020. Et je vous le redis, j'ai fait un espèce de global. Ça évitera en fait de faire je ne sais combien de vidéos de flop, de top, séries, films, etc. Là au moins vous avez tout, voilà, en une seule vidéo. J'aurais pu peut-être mettre un peu plus de catégories, mais j'ai voulu vraiment aller à l'essentiel pour que vous puissiez vous y retrouver, pour que vous puissiez voir un petit peu quel est pour moi, en tout cas mon bilan pour cette année 2020. Et là, pour le coup, on est aussi pressé de passer en 2021, vu l'année horrible qu'on a vécue en termes de cinéma. Alors peut-être un peu moins de séries parce qu'il y a eu un peu plus de qualité, mais c'est vrai que le cinéma, ça a été très compliqué. Vivement 2021, que ça relève quand même bien le niveau. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez évidemment comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!